Ce sont nos nouveaux doudous. Smartphones, ordinateurs, tablettes, nous ne les quittons plus et nous leur confions tout. Nos conversations les plus intimes, nos souvenirs et même nos comptes en banque. Mais ils ont un gros défaut. Ils ne savent pas garder un secret. Ils transmettent toute notre vie sur les réseaux de télécommunications. Nos données peuvent alors être écoutées par des gouvernements, utilisées par des entreprises ou même volées par des hackers. Quelles sont les innovations pour mieux nous protéger? Réponse avec Johannes Kaspar, l'un des défenseurs les plus reconnus de la vie privée sur Internet. Nous sommes à Hambourg, le siège de Google et Facebook en Allemagne. Comme toutes les villes européennes, Hambourg peut se visiter à pied, mais aussi virtuellement, grâce à l'application Google Street View. Sauf qu'ici, grâce à cet homme, Johannes Kaspar, le commissaire pour la protection des données et la liberté de l'information de Hambourg, la visite virtuelle n'est pas tout à fait comme en France. Elle nous réserve des surprises. Voici le bâtiment. Regardez à quoi il ressemble quand il est flouté. C'est parce que Google y a rajouté un filtre. Il s'agit d'une particularité propre à l'Allemagne que nous avons négociée avec Google. Ceux qui ne veulent pas que leur maison, leur jardin ou qu'une autre partie de leur propriété apparaisse publiquement sur le net peuvent mettre leur veto pendant un certain temps et avant la publication de la photo. Préserver les données privées des Allemands, c'est le combat de Johannes Kaspar. Et sur Internet, il n'est pas simple de conserver un peu d'intimité. La moindre de nos actions est scrutée et espionnée. Prenons un exemple. Imaginons que la météo à Hambourg nous donne des envies de voyage au soleil. En Italie, par exemple, à Venise. En quelques clics, un vol, un hôtel et notre voyage promet d'être inoubliable. En tout cas, pour notre ordinateur. Après avoir effectué ces recherches, nous sommes harcelés de publicités pour des hôtels à Venise. Simple coïncidence? Certainement pas. Dans les bureaux du BFDI en Allemagne, l'équivalent de la CNIL en France, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, Johannes Kaspar nous explique comment notre recherche de voyage a laissé plein de traces sur notre disque dur. Ces traces, on les appelle des cookies. C'est comme si on nous collait une marque sur les vêtements à l'entrée d'un supermarché et que, en sortant du magasin, chacun puisse voir exactement où nous avons fait nos courses et ce que l'on a acheté précisément. C'est ça les cookies sur Internet. Les cookies, comment ça marche? Quand nous visitons une page web, un site de voyage par exemple, de petits fichiers viennent se déposer sur notre disque dur. Ce sont des cookies. Ces petits espions gardent en mémoire le site que nous avons visité et les informations que nous avons communiquées, comme notre destination et nos dates de départ. Ensuite, les autres sites consultent ces cookies pour, notamment, nous proposer de la publicité ciblée. Pour ne pas tout confier à ces cookies, le professeur Kaspar nous conseille des petits programmes gratuits et innovants, comme TrackMeNote ou Ghostery. Installé en quelques clics, ce logiciel nous montre en temps réel les cookies qui s'installent sur notre ordinateur et la liste est parfois longue. Mais le logiciel nous permet aussi de désactiver les espions que l'on trouve trop curieux. Quand on a chargé Ghostery, on peut voir quels sont les cookies qui sont bloqués et ceux que l'on ne souhaite pas bloquer. Parce qu'il se peut que l'on souhaite recevoir des offres générées par ces cookies. On peut donc faire un paramétrage très précis. Ces cookies n'influent pas que sur la publicité. Ils changent même les résultats de nos recherches sur Internet. Démonstration à Paris avec Éric Léandri. Ce spécialiste de la sécurité informatique nous montre que les moteurs de recherche adaptent leurs réponses à nos profils. Si on cherche le même mot, le mot golf par exemple, sur deux ordinateurs, les résultats seront différents. Le moteur de recherche change même l'orthographe pour proposer des voitures à l'amateur de voitures et des balles et des clubs de golf à l'amateur de sport. Finalement, c'est la machine qui, grâce aux cookies, pense à notre place. On va vous orienter vers quelque chose. Donc vous orienter vers quelque chose, c'est fermer votre vue
du monde. C'est la vision d'un monde qui vous donne quelque chose que vous êtes censé aimer. Alors franchement, l'intérêt de l'humain par rapport à la machine, c'est de changer, de choisir ce qu'on a envie d'aimer, d'essayer de nouvelles choses. Pour se battre contre la collecte de données sur Internet, Eric Léandri a développé il y a 2 ans un moteur de recherche alternatif appelé Qwant. Salut, ça va et toi ? Avec son cofondateur, Jean-Manuel Rozan, il nous montre que sur Qwant, pour une même requête, les résultats sont strictement identiques, quelle que soit la passion de l'utilisateur. On n'est absolument pas traqué et aucune des réponses que vous avez n'est basée sur vous, rien. Tout est basé sur l'Internet, ce qui se passe autour, ce qui se passe dans le web, ce qui se passe dans la vie et qui est tweeté ou passé sur Facebook. Rien sur vous, rien. Malgré une recherche sans cookies, Qwant nous propose quand même des publicités pour gagner de l'argent. Il y a aussi une colonne shopping qui est très claire, qui est définie et délimitée. Et lorsque les gens cliquent sur cette colonne, ça nous rapporte de l'argent. C'est comme ça d'ailleurs que tous les moteurs de recherche ont fonctionné jusqu'en 2010 à peu près. Et il n'y a absolument pas besoin de vous mettre des cookies et de vous tracer pour gagner de l'argent sur Internet. Bien parlé, mais avec 8 millions de requêtes par jour, Qwant est très loin derrière Google, Bing ou encore Yahoo. Sauf que pour Johannes Kaspar, ces alternatives ont du sens. Plus de 90% des recherches se font via Google. Nous mettons l'accent sur le fait qu'il faudrait choisir des options qui collectent moins de données, comme par exemple en choisissant Qwant, DuckDuckGo ou XQuick. Ces moteurs de recherche sont efficaces et dignes de confiance car ils ne redistribuent pas vos données. Nous pouvons donc facilement naviguer de façon anonyme sans être traqués. Mais qu'en est-il de nos emails, de nos messages? Sont-ils aussi espionnés pour mieux nous cibler? Si on envoie un message à un ami sur les réseaux sociaux pour annoncer par exemple notre déménagement, nous risquons en effet de recevoir des publicités des agents immobiliers de notre quartier. Écrire un email, un message, c'est un peu comme envoyer une carte postale sans enveloppe. Le facteur peut la lire et il ne se gêne pas. C'est d'ailleurs inscrit dans les conditions d'utilisation de nos boîtes e-mail ou de nos réseaux sociaux. Vous savez, celles que nous ne lisons jamais. L'utilisateur lambda qui se rend sur Facebook se demande « Tiens, que font-ils de mes données personnelles ? Et où est-ce que c'est écrit ?» Il se dit « C'est peut-être par là, dans la rubrique « Conditions d'utilisation ». Mais là, on tombe sur une grande quantité d'informations différentes. Pas simple de tout lire. C'est pour cela que Johannes Kaspar mène plusieurs procédures contre les géants du web pour mieux informer les utilisateurs. Contre Google, Facebook ou Apple, Johannes Kaspar n'hésite pas à défendre les données privées des Allemands, car il sait que ces combats ont aussi une autre portée. L'autre problème, c'est que ces quantités de données, qui nous renseignent de plus en plus précisément sur chacun, peuvent être utilisées à de mauvaises fins. Nous savons, grâce aux documents de Snowden, que Google n'est pas le seul à avoir ces données, qu'il y a également des services secrets, la NSA par exemple aux États-Unis, qui ont accès à ces données et qui peuvent les utiliser afin d'établir eux-mêmes des profils. Mais il n'y a pas que les services secrets et les entreprises commerciales qui s'intéressent au contenu de nos messages. Des pirates peuvent aussi y dérober de précieux renseignements. Caroline en a fait la mauvaise expérience. Son ordinateur, elle l'adore. Elle fait tout avec lui. Ses courses, la gestion de son compte en banque et, évidemment, ses emails. Mais un jour, son ordinateur chéri lui interdit l'accès à sa messagerie. Oh. J'ai essayé de me connecter à ma boîte mail, ça m'envoie un message d'erreur, j'ai pas paniqué tout de suite, mais quelqu'un m'a dit qu'il avait reçu un message de moi disant que j'étais perdue dans la pampa avec pas d'argent et grand besoin d'aide. Celui qui envoie ses emails à sa place, c'est un hacker, un pirate qui a dérobé le mot de passe de la boîte mail de Caroline et donc son identité. J'ai eu un petit moment de panique parce que si les gens ont accès à ma boîte mail, ils ont accès à beaucoup de choses. Mes mots de passe, les sites marchands, puis mon banquier. Tout un tas de gens qui ont accès à des choses importantes pour moi, dont mon argent. Donc un peu la panique. Heureusement, Caroline réagit rapidement avant que le pirate n'ait eu le temps de faire ses propres courses avec son compte bancaire.
Je me suis tout de suite dit, il faut que je verrouille tous mes mots de passe sur tous mes autres sites, en particulier les sites qui ont ma carte bleue. Et ceux-là, j'ai immédiatement changé le mot de passe. Pour mieux comprendre ce qui est arrivé à Caroline, nous rencontrons Alexis Fogel. La protection de nos mots de passe, c'est sa spécialité. C'est même le cœur de métier de sa start-up, Dashlane. Il va nous montrer à quel point découvrir nos mots de passe est facile et à quel point il est donc indispensable de pouvoir les protéger. Ce logiciel nous montre par exemple que quand il s'agit de choisir nos mots de passe, nous sommes très paresseux. Oui, ici, c'est super intéressant. En fait, on a été capable de trouver le mot de passe le plus utilisé, c'est-à-dire celui qu'on a retrouvé en fait dans le plus d'emails. Woo 2, c'est un peu mieux que 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou Password, les mots de passe les plus utilisés. Mais avoir un seul mot de passe pour plusieurs sites web, c'est un vrai cadeau pour les pirates. Aujourd'hui, vous avez plus de 60% des Français qui utilisent le même mot de passe sur tous leurs sites web. C'est un petit peu l'analogie de si vous aviez une clé et que vous pouviez accéder avec cette clé partout, à votre maison, à votre coffre-fort, à votre voiture. Et vous laissez une copie de cette clé partout, ce qui fait que si une personne a accès à votre voiture, il a accès à votre maison, il a accès à votre coffre-fort. Et dénicher cette clé, deviner ce mot de passe, cela peut être un vrai jeu d'enfant. C'est Thomas qui va nous montrer que de nombreux programmes aujourd'hui permettent de trouver facilement les mots de passe. Mais comment est-ce possible ? Il y a deux types d'analyse. Il y a l'analyse par dictionnaire de mots, où effectivement il va regarder dans les mots de passe courants s'il trouve ton mot de passe. D'accord. Et analyse par brute force, où là il va essayer, donc très simplement il va essayer A, puis B, puis AA, BB, CC, jusqu'à trouver ton mot de passe. Thomas va même nous faire une démonstration. Là, je viens de télécharger un logiciel sur Internet pour craquer des mots de passe. Donc tout le monde peut télécharger. Ça marche comment ? Je vais te demander de choisir un mot de passe, puis on va essayer de le trouver. Moi, je ne le regarde pas. Vas-y. Parfait. Donc on lance une analyse. Ça va tester tous les mots de passe qu'il connaît jusqu'à trouver le tien. Et en à peine quelques secondes... On a un match ici. On voit qu'il a trouvé ton mot de passe. Et ton mot de passe, du coup, c'est futur. Avec un E à la fin. Ça va super vite. Impressionnant. Deuxième tentative. Pour embrouiller la machine, il faut compliquer un peu avec des majuscules, des minuscules et des caractères spéciaux. Là, je cherche dans les 10 000 mots les plus courants français, anglais, et les 10 000 passwords les plus courants. D'accord. Et là, en bas, on ne l'a pas trouvé. Il est finalement assez simple de créer des mots de passe qui peuvent occuper les pirates sur plusieurs générations. Le plus dur est évidemment de les retenir. Pour cela, la start-up d'Alexis produit un gestionnaire de mots de passe, une sorte de trousseau de clés électronique qui se souvient pour nous de tous nos mots de passe. Si je veux créer un compte, le logiciel va également me permettre de générer un mot de passe fort. Donc, si tu cliques sur mot de passe, voilà. Là, j'ai Dashlane qui va me générer un mot de passe fort. Comme on le voit, est très sécurisé. Donc bien sûr, ce mot de passe va être sauvegardé par l'application et derrière, je n'aurai pas à m'en souvenir. Ce qui fait que je peux utiliser un mot de passe qui est unique, qui est fort et dont je n'ai pas à me souvenir. Après, c'est le logiciel qui nous connecte automatiquement à nos comptes. On doit quand même faire un petit effort de mémoire et retenir un seul mot de passe à ne jamais oublier, celui du gestionnaire. Pour défendre nos données et notre vie privée sur Internet, il nous faudra donc toujours compter sur des gens engagés comme Johannes Kaspar. Mais il n'est finalement pas très compliqué, avec des réflexes simples, comme des gestionnaires de mots de passe, des bloqueurs de cookies ou des moteurs de recherche alternatifs, de préserver son intimité dans le monde virtuel. Sur arte.tv/futurmag, nous nous intéressons à une autre pratique discutable, le traçage de notre smartphone par les supermarchés. Un système qui permet d'espionner nos déplacements dans les rayons et nous envoie des publicités ciblées pour nous inciter à passer à l'achat. Retrouvez notre interview de Mathieu Quinche, chercheur à l'INRIA, qui nous en dit plus sur leur mode opératoire et comment s'en protéger.